On va bien sûr commencer avec cette tragédie à Crans-Montana en Suisse. On va retrouver justement l'envoyé spécial d'Europe 1 actuellement. Alors on me dit qu'il est en train de se préparer. Jean-Luc Boujon qui se trouve actuellement à Crans-Montana avec ce dernier bilan qui fait état de 40 morts et de 50 grands brûlés. Dernier bilan communiqué par les autorités suisses 24 heures après l'incendie de ce bar situé dans cette station de ski du Crans-Montana. Les 8 Français sont toujours portés disparus. On va bien sûr faire le point. Avant de retrouver justement Jean-Luc Boujon qui se trouve là-bas sur place, on va écouter, si vous le voulez bien, un témoignage absolument terrible. Le témoignage de Ferdinand qui a 19 ans, qui était présent à l'intérieur de ce bar, accompagné de plusieurs de ses amis, accompagné également de son frère qui est gravement blessé. On va écouter son témoignage recueilli justement aujourd'hui, tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans la journée, par Jean-Luc Boujon. Je vous propose de l'écouter. On est arrivé un tout petit peu après minuit, après avoir été chez nous. Nous étions avec des amis, on était 7 au total, à l'étage, dans la véranda. On faisait des allers-retours dans le sous-sol, tout allait bien le long de la soirée. C'était très festif. Au bout d'un certain moment, quelqu'un a payé une bouteille de vodka avec des feux d'artifice. On voit des bouteilles portées par les mains d'une serveuse qu'il avait au-dessus de la tête. Le feu d'artifice est passé trop proche du plafond, qui est d'ailleurs fabriqué de mousse isolante, donc ça a pris très rapidement feu. Et à ce moment-là, je suis passé sous le bar et j'ai essayé d'aller chercher de l'eau dans un mini-frigo. Le temps que j'arrive là, le feu s'était déjà propagé sur tout le plafond. J'ai attrapé ma copine par le bras, j'ai hurlé qu'il fallait sortir. Et il y avait tellement de monde qui montait qu'à un moment, j'arrivais plus à la tenir. Je suis arrivé en haut des escaliers, je suis tombé à plat ventre. À ce moment-là, je suppose que quelqu'un a ouvert la porte d'entrée, ce qui a créé un énorme appel d'air dans tout le bar. Et j'ai eu le réflexe de me coucher à plat ventre et de me cacher le visage dans mes bras. Et j'ai senti une boule de feu passer au-dessus de ma tête. Ça a attisé le feu entièrement. J'ai réouvert les yeux et je n'arrivais plus à respirer parce que le feu aspirait tout l'air. Et j'ai réussi à me tirer en dehors du feu. À ce moment-là, j'ai cherché tous ceux avec qui j'étais. Je ne trouvais personne, alors j'ai paniqué et je suis retourné dans le feu. J'ai trouvé, j'espère que c'était pas un cadavre, mais quelqu'un d'inerte, brûlé. Je l'ai tiré en dehors du feu. Les pompiers l'ont pris en charge. À ce moment-là, je suis retourné dans le feu parce que je ne trouvais toujours pas les personnes avec qui j'étais. Je suis ressorti parce que je n'arrivais plus à respirer et je ne voyais rien à cause de la fumée. Et j'ai trouvé un ami qui était dehors, qui m'a dit que ma copine était dans le coin aussi. J'ai trouvé mon petit frère plus loin avec ses amis aussi. Et les 7, on est tous en vie. Ils sont aujourd'hui à l'hôpital. Ils sont brûlés au visage, aux bras et aux mains. Mon petit frère est à l'hôpital. Il a été transféré à Lyon dans la partie des grands brûlés. Il est brûlé à 40%. Les bras, les jambes, les mains, le visage, le dos. Voilà, ils sont tous à peu près dans cet état-là. Mon petit frère est dans le pire des états. Il est inconscient, il est dans un coma artificiel. Et je suis le seul assez intact, avec juste une légère brûlure dans la nuque. Voilà pour ce témoignage absolument bouleversant, le témoignage de Ferdinand, 19 ans, interrogé par Jean-Luc Boujon qui est avec nous justement, envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana. Jean-Luc, où en sont les recherches pour le moment à Crans-Montana ? Alors les recherches sont toujours en cours. On nous a confirmé que c'était toujours extrêmement délicat. C'est un des défis. On parle de défi médico-légal. Les choses avancent parce que les techniciens travaillent d'arrache-pied. Et de ce que l'on m'a dit, de ce qu'une des mamans de victimes m'a dit, dans les personnes décédées, donc on a un nombre de 40 personnes décédées. Le chiffre semble à peu près stabilisé aujourd'hui. Il ne reste que 4 personnes à identifier. 3
personnes de sexe masculin, une personne de sexe féminin. Et précisément, la maman que j'ai rencontrée, elle n'a aucune nouvelle de son fils Arthur qui avait disparu. Et donc, sa crainte, c'est que celui-ci fasse partie des 3 personnes qu'on n'arrive pas à identifier, mais qui sont parmi les personnes décédées. Elle a encore un espoir, évidemment, qu'il a été transféré dans un hôpital, mais elle était quand même relativement pessimiste tout à l'heure. Mais c'est vrai que l'identification continue. Je pense que d'ici peut-être la fin de journée ou d'ici demain, on aura davantage avancé, je pense. Concernant l'enquête, Jean-Luc, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes qui sont à l'origine de cet incendie ? Jusque-là, on avait des autorités suisses qui étaient extrêmement prudentes et discrètes, et il y a quelques minutes vient de se dérouler la conférence de presse de toutes les autorités, et on a entendu la procureure générale du canton du Valais, qui cette fois-ci a été beaucoup plus loquace, et elle a admis que la première des pistes explorées aujourd'hui, bon, c'est une évidence, avec toutes les photos et toutes les vidéos qu'on a vues, qu'on a recueillies, la première des pistes, c'était effectivement cette serveuse qui était montée sur le dos d'un collègue et qui tenait ces bougies incandescentes, ces bougies avec étincelles à la main sur des bouteilles, et ces étincelles sont venues lécher le plafond qui était équipé de cette mousse antiphonique, cette mousse isolante, et donc ce feu qui a pris, on a vu les vidéos, et notamment justement Ferdinand qu'on a entendu tout à l'heure m'a montré des vidéos que lui-même a faites ou que ses amis ont réussi à faire, où on voyait que le feu est parti extrêmement vite. Donc la procureure générale du canton du Valais a admis tout à l'heure que c'était la première des pistes explorées, ce qui veut dire que les enquêteurs, ils sont comme nous, ils ont eu accès à ces vidéos, ils les examinent, et effectivement, ça paraît être aujourd'hui l'évidence. La procureure qui a aussi précisé, il faut le dire, que les 2 gérants du bar avaient été entendus, donc le fameux couple de Français a été entendu. Alors, davantage, pour établir la liste des personnes présentes, il semble que il y avait 160 personnes environ dans le bar à ce moment-là. Ça a été également pour avoir une idée plus précise des lieux, des issues de secours, etc., pour se rendre compte. Oui, parce que 160 personnes dans un bar qui peut en accueillir a priori 300, c'est ça ? Ouais, alors ma simple question, c'est que ce bar est sur 2 étages. Je ne sais pas si cette jauge est uniquement pour la salle du bas ou pour l'ensemble. En revanche, Ferdinand, qu'on a entendu tout à l'heure, m'a dit que le bar n'était pas absolument bondé. En tout cas, la salle en bas où s'est déclenché le feu n'était pas bondée. Il y avait de la place, donc 160 personnes. On serait sur une jauge assez classique. Et donc les 2 gérants ont été entendus, mais pas, on va dire, sur ce qui fait le plus polémique, c'est-à-dire les travaux qui ont été réalisés il y a 2 ans, comment ils ont été faits, quels matériaux ont été utilisés, quelles inspections ont eu lieu, quel a été le respect des normes. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été abordé, ou c'est peut-être en train de l'être, mais en tout cas, on n'en a pas le résultat pour savoir si effectivement, a dit la procureure, il va y avoir ensuite des investigations, peut-être des inculpations ou des mises en examen. Les termes sont un peu différents en Suisse, mais pour savoir si on va pouvoir mettre en cause des personnes, si on va pouvoir détecter des responsabilités. Pour l'instant, la justice suisse, les autorités suisses n'en sont pas là, mais évidemment c'est en cours, et on voit bien que les choses sont en train de s'accélérer. C'est vrai que les vidéos, les photos qu'on voit montrent des choses qui sont assez évidentes, on le voit tous, on le constate tous, et donc évidemment aussi les enquêteurs suisses. Merci beaucoup Jean-Luc Bougeon, envoyé spécial d'Europe 1 à Crans-Montana en Suisse, et cet incendie absolument terrible. On l'a vu effectivement, le feu qui s'est propagé avec une vitesse extrêmement importante, favorisée probablement par des matériaux, puisque c'est au plafond évidemment que cet incendie a d'abord pris. Gilles Boutin, vous avez aussi entendu le témoignage tout à l'heure, ce témoignage bouleversant de Ferdinand, 19 ans, avec évidemment l'inquiétude autour de son frère et de ses amis, parce que le bilan est extrêmement lourd, 113 blessés identifiés sur 119, dont 14 Français. Le témoignage du jeune Ferdinand est aussi effroyable qu'admirable, je trouve. C'est-à-dire qu'il est effroyable parce qu'il nous restitue tout le déroulé de la soirée, et surtout ce qui est frappant, c'est son extrême lucidité, c'est-à-dire que c'est clinique. Il nous explique qu'il a compris ce qui se passait, la mousse phonique, enfin l'isolant phonique, qui prend feu très rapidement, comme l'ont montré effectivement les photos ensuite. Après, son réflexe de sortir rapidement, et puis cette intuition de l'appel d'air, parce que c'est tout le paradoxe, on veut ouvrir les fenêtres, et l'air alimente le feu, et a dû causer des brûlures évidemment à certaines personnes. Donc il se baisse à ce moment-là, il en sort.
Ça, c'est pour le côté l'identification, et on a l'impression qu'il est presque un peu déconnecté de lui-même. Il raconte les choses, mais comme souvent dans ce genre d'événements, on peut se supposer que le choc post-traumatique va être très puissant, d'où l'importance de la cellule psychologique. Et à côté de ça, eh ben c'est ce comment dirais-je, c'est ce côté admirable, c'est-à-dire qu'il y est retourné, quoi. Ouais. Il est allé chercher tout le monde, tous ceux qu'il connaissait, et donc, enfin, c'est un magnifique exemple, je trouve. C'est un très bel exemple, vous avez bien raison. Hélène Rouet, il y a aussi évidemment beaucoup d'interrogations, hein. C'est ce que nous disait Jean-Luc Boujon, notre envoyé spécial là-bas à Crans-Montana, autour de cet établissement. Alors il a confirmé effectivement que les 2 gérants français du bar avaient été auditionnés. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Il y a beaucoup de questions autour des normes. Est-ce qu'elles avaient été respectées, ces normes de sécurité dans cet établissement? Lorsqu'on voit les images qui tournent en boucle sur les chaînes d'information, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Oui, c'est ça, on entend que cette mousse, donc cette fameuse mousse anti-bruit qui était sur le plafond, c'est une mousse, par exemple, elle aurait été interdite dans un établissement en France, par exemple. Ça, on l'a entendu. Il va falloir effectivement que l'enquête soit très claire sur tout, sur la capacité d'affluence. Comme vous le dites, sur les vidéos, on a le sentiment que dans le bar du bas, c'était pas bondé. Maintenant, une vidéo ne fait pas foi. Mais pas que la vidéo, c'est ce que disait aussi visiblement la personne que l'on a entendue, oui. le jeune Ferdinand, c'est ce qu'il a confié à Jean-Luc Boujon. Bien Visiblement, sûr. le bar n'était pas bondé. Bien sûr, mais il va falloir quand même regarder la capacité d'accueil. Est-ce que toutes les issues de secours étaient aux normes? Est-ce que sur les matériaux inflammables, on l'a dit, sur le plafond? Moi, il y a un autre aspect que je trouve aussi, sur lequel il va falloir faire toute la lumière, c'est également l'âge des personnes qui étaient présentes. On commence à se rendre compte en fait qu'il y avait énormément de mineurs qui étaient là. D'ailleurs, une des premières victimes, ce prodige du golfe italien, de ce que je comprends, il avait 16 ans. Donc effectivement, il va falloir regarder aussi à quel point, si vous voulez, ils avaient le droit en fait d'être là, ces mineurs. Si ce n'est pas forcément une boîte de nuit, en tout cas dans un bar avec de la consommation de l'alcool dans une telle soirée, il va falloir effectivement que toute la lumière soit faite sur les normes de cet établissement. Alors, on va marquer une courte pause. On sera dans un instant avec Jean-Marie, qui est auditeur d'Europe 1 et qui souhaitait réagir à ce tragique incendie en Suisse. Un mot également concernant le pape Léon XIV, qui a adressé sa compassion, sa sollicitude aux proches des victimes de ce terrible incendie. On va bien sûr y revenir, toujours en direct sur Europe. Justement, Jean-Marie qui est en ligne avec nous, auditeur d'Europe 1. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Jean-Marie ? Je vous appelle de Rouen, mais bon, moi j'ai une discothèque à Rouen, j'ai le Club 50 à Rouen, et on écoute beaucoup parler de bars, de discothèques. C'était un bar. En France, ça n'arriverait pas en discothèque. On a des commissions de sécurité qui passent chez nous tous les 3 ans. Il y a une quinzaine de personnes qui viennent avec des prévisionnistes, des pompiers. Il faut donner des PV pour tous les matériaux. Il y a les normes incendie, il y a des alarmes, des avertissements, des avertisseurs, des extincteurs qui sont identifiés dans les discothèques avec des plaques, des plans d'évacuation. Ce que vous voulez dire, c'est que pour les discothèques, les normes sont beaucoup plus strictes que pour les bars. Bien évidemment. En France, écoutez, malheureusement, il y a 10 ans, il y avait un souci dans un bar, le Cuba Libre à Rouen. Il y a eu 14 morts. Pourquoi ? Parce que c'était à peu près dans les mêmes conditions. Un bar qui avait une autorisation tardive et avec un sous-sol avec des jeunes qui s'amusaient. Et puis voilà, ça brûlait de la même manière. De la même manière. Alors je pense que l'État, l'administration donne des autorisations à des bars qui, eux, sont des bars, mais ne sont pas des discothèques. Ils n'ont pas du tout les mêmes charges que nous. On ne leur demande pas les PV de tous les matériaux pour faire danser les jeunes. Un cahier des charges qui est très... depuis le 5-7 en France, les discothèques, on n'ouvre pas comme ça. Il faut respecter tout un tas de... Jean-Marie, j'entends bien sûr ce que vous dites. Pour remettre dans le contexte, on était le 31 décembre, la nuit du réveillon, et vous savez bien aussi que beaucoup de bars se transforment en pseudo-discothèques justement lors de soirées de ce type, et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé avec ce bar La Constellation à Crans-Montana, c'est-à-dire des bars qui se proclament discothèques, et il y en a beaucoup en France aussi lors de soirées un peu particulières.
Bah oui, en mettant en danger les clients qui sont à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faudrait davantage de contrôle lors de soirées de ce type. Bien évidemment, un bar, ça ferme à une heure de bar et ça se comporte comme un bar. Il n'est pas équipé pour faire danser des gens, pour accueillir le public. Si jamais il y a un souci avec en l'occurrence, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est des fontaines sur un gâteau d'anniversaire ou sur une bouteille qui a mis le feu à tout le plafond, avec du polypropylène qui est tombé sur les gens. Ils ont été pris au piège, tous ces jeunes. Quand on n'est pas équipé, eh bien, on ne fait pas ce genre de choses, c'est pas possible. Ce qui semble avoir posé problème, c'est cette fameuse mousse acoustique, Jean-Marie. Hein. C'est une mousse plus l'évacuation qui n'était pas de. Nous, on a des détecteurs fumée qui déclenchent obligatoirement des évacueurs de fumée. C'est-à-dire qu'on a des machines qui se mettent en route et qui évacuent la fumée de l'établissement. Il y a un message qui est passé, la musique se coupe tout de suite, un message qui annonce aux gens que les issues de secours sont ici. Il y a des extincteurs qui sont apportés avec clairement identifiés. Voilà. Bien sûr. Chez nous, ça ne se passera pas. Ça ne se passerait pas comme ça chez nous. Merci Jean-Marie.